Ce matin, nous allons discuter avec le docteur Claude Bekombo de la nationalité sportive. Souvenons-nous que chaque fois que débute un match de football, nous nous levons et avec nos équipes nationaux, nous chantons le bras sur le cœur nos hymnes nationaux. Mais bien souvent, on se rend compte que les acteurs qui pratiquent ces sports ne sont pas toujours des mêmes nationalités que nous, du moins qu'il y existe parfois des questionnements sur leur nationalité. C'est dans ce sens, dans cette dynamique, que nous avons bien voulu discuter de la question avec le docteur Claude Bekombo. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Wafrica TV. Je vous en prie. Nous souhaitons discuter avec vous de la nationalité sportive. Et comme il est de coutume dans notre émission, nous voulons bien commencer par comprendre ce que c'est que la nationalité sportive. Merci pour la question et pour votre invitation, sans cesse renouvelée dans le cadre de ce programme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nationalité sportive. La nationalité sportive, comment peut-on la définir? On ne peut la définir qu'en s'adossant à ce que la nationalité classique veut dire. La nationalité classique, c'est le lien de rattachement entre un État et son citoyen, qui, par le fait de soit le droit du sol, le jus soli, ou alors le droit du sang, le jus sanguinis, permet qu'un citoyen soit considéré comme national de cet État-là et puisse donc bénéficier d'un certain nombre de protections diplomatiques, consulaires, par rapport à cette nationalité-là et le rang identifiable dans l'espace international. Donc cette nationalité, certes, elle est liée aux citoyens, mais elle peut être aussi liée aux biens de l'État. Donc les bateaux qui peuvent battre pavillon d'un État donc, ont une nationalité. Donc ça veut dire que ces bateaux sont rattachés juridiquement à cet État-là comme étant l'entité qui les protège et l'entité qui leur permet de se réclamer de leur pavillon, donc de réclamer que des règles. Donc cette nationalité est très importante, ce lien de rattachement est très important parce qu'il rattache soit un citoyen ou une chose à un corpus juridique devant lui être appliqué en cas de situation litigieuse sur l'international comme au niveau national. Oui. Parce qu'effectivement, au niveau national, la nationalité permet de différencier les nationaux des étrangers. Voilà, et ça implique donc des droits, des régimes juridiques applicables selon les différents types de nationalités. Ramener au sport, pour ne pas être très long, ramener au sport maintenant, la nationalité sportive est donc le lien de rattachement d'un sportif qui est aussi citoyen. Je pense que dans les émissions précédentes, le concept de sportif citoyen est beaucoup revenu. Alors c'est à ce niveau que le concept de sportif citoyen prend donc toute sa charge herméneutique à ce niveau quand on parle de nationalité sportive. C'est-à-dire que nous avons un sportif qui se réclame citoyen d'un État. Un État reconnaît le sportif comme son citoyen, donc lui octroie la nationalité pour des raisons sportives, pour les raisons de la pratique du sport sous le pavillon de l'État. Donc à partir du moment où l'État reconnaît ce sportif comme son national pour des raisons sportives, pour la pratique du sport, cet État-là lui octroie sa nationalité classique. Et cet octroi de la nationalité classique permet donc à ce sportif de participer aux compétitions internationales sous la bannière de cet État. Donc c'est exactement ça la nationalité sportive. Donc la nationalité sportive permet aux sportifs de participer aux compétitions sportives sur la bannière d'un État qui lui a octroyé sa nationalité classique civile à ses fins. À ses fins. Oui. Mais c'est un octroi de la nationalité, quels qu'en soient les cas, en respectant les règles classiques de l'État d'octroi de la nationalité. Ce n'est pas une nationalité spécifique ou une nationalité sui generis. Non, c'est une nationalité classique, mais dont l'octroi se fait sur la base de la possibilité pour le sportif de participer aux compétitions sportives sous la bannière d'un État. Donc à partir de quel moment, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que depuis les débuts, le sport a toujours été ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas existé un moment dans l'histoire où le sport n'était, pour un pays par exemple, n'était pratiqué que par les nationaux et que c'est peut-être, vous soupçonnez certainement que j'ai l'impression que c'est au moment où la compétition, avec le gain en retour, c'est peut-être ça qui a stimulé
le fait que les États aillent conquérir parfois des individus d'ailleurs pour venir compétir en leur faveur. D'accord. Là, nous sommes déjà dans un autre problème. Oui. Ce que vous développez, c'est un autre problème. Je ne sais pas si nous sommes encore, nous sommes juste dans les définitions. Juste pour Ce que vous êtes en train de développer, oui, c'est l'instrumentalisation à des fins sportives oui, de la nationalité. Oui. Donc, les naturalisations. Oui. C'est la question des naturalisations sportives. Naturalisation avec déracinement des individus, avec des acculturations, avec le fait que la nationalité est utilisée, est instrumentalisée par des États pour avoir pour pouvoir accéder à la compétitivité sportive. Donc ça, c'est une autre question qui n'est vraiment pas en lien avec nos préoccupations de définition de la nationalité. Mais je vois dans votre question le fait de me demander si, depuis le début, depuis l'époque grecque, l'époque antique, les questions de nationalité se posaient déjà. Si vous voulez, quel est l'historique de la question? Oui, elle ne se posait pas en ces termes. Elle ne se posait pas en termes de naturalisation comme elle se pose aujourd'hui avec la modernité et la postmodernité. Non. C'était la représentation, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques étaient organisés pour démontrer que les différentes peuplades, les États, étaient supérieurs aux autres. Les athlètes étaient considérés comme des dieux et effectivement des dieux représentés par leurs États, c'est-à-dire la Grèce, tous les autres pays, d'accord, Rome et ainsi de suite. Et les grands combats des gladiateurs, c'était aussi en toile de fond la gloire pour les différents États. Donc le gladiateur était lié justement socio-anthropologiquement à sa terre, donc à sa terre, et il allait défendre sa terre. Oui. Donc, il y a un lien de rattachement très intime entre le rattachement socio-anthropologique d'un athlète et son envie de défendre cette terre. Oui. C'est-à-dire, le gladiateur est la représentation, est la suite de l'histoire, de la charge herméneutique, donc de la communauté, en termes de Gesellschaft ou de Gemeinschaft, de la communauté, donc le désir de vivre ensemble et l'histoire commune. Oui. C'est ce désir de vivre ensemble, l'histoire commune, que cet athlète-là, ce sportif-là, va défendre de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Va défendre. En fait, c'est le fil conducteur. Oui. Donc, le sportif va défendre la patrie. Le sportif va défendre le vivre ensemble. Le sportif va défendre la culture socio-anthropologique. Oui. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des réminiscences des actes culturels, comme le haka, chez les Néo-Zélandais. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ils amènent dans le sport toute une culture. Nous tous, nous savons, nous n'avons pas besoin d'être Néo-Zélandais pour savoir que toutes les équipes nationales de Nouvelle-Zélande, que ce soit du basket ou de tous les sports, font le haka. Donc, ça veut dire que ces athlètes-là se représentent comme défenseurs d'une culture. Ils sont rattachés en tant qu'athlètes à un terroir. Oui. Donc, participer au nom de ce terroir veut dire quelque chose. Donc, depuis la Grèce antique, il y a un lien de rattachement fort entre la nationalité, dont l'espace d'où viennent les sportifs, et la possibilité de défendre cet espace-là dans l'espace international. Et la question de nationalité se pose exclusivement pour le cadre des équipes nationales, de ceux qui représentent les États dans l'équipe nationale. Donc, votre question, j'espère l'avoir mis en lien. Oui. Dès le départ, oui, il y a un lien de rattachement fort entre les sportifs et leur terroir pour défendre l'équipe nationale. C'est la raison pour laquelle les questions de naturalisation moderne posent des problèmes. Bon, je pense qu'on va peut-être revenir là-dessus. Très bien. Pour d'autres questions. Docteur. Dans la définition de la nationalité civile, telle que vous l'avez commencé, on a bien vu le lien de rattachement qu'il peut avoir avec une terre, avec une patrie, avec une nation. Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir si sur un espace de jeu, on peut être... Est-ce que c'est peut-être une philosophie du soupçon, mais est-ce que le sportif national et le sportif naturalisé ont souvent les mêmes dispositions? C'est vraiment du soupçon, mais la question nous permet de savoir s'il y avait une préférence, qu'est-ce qu'on ferait comme préférence? Tout dépend
du style de naturalisation. Aussi, il faut qu'on parle de cette question tout de suite. Tout dépend du style de naturalisation. Nous avons des naturalisations avec déracinement socio-anthropologique. C'est-à-dire qu'un Brésilien qui devient un Tunisien. Alors, vous êtes... ceux qui connaissent un peu l'histoire du sport suivront mon regard. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est un Brésilien sud-américain qui vient dans un espace tunisien où c'est un espace musulman. Alors, déjà, il n'est pas musulman. Il n'a pas grandi dans cet environnement. Donc, et il ne parle pas arabe. Donc, nécessairement, il y a naturalisation avec déracinement socio-anthropologique et culturel. Et cette naturalisation-là, pour que la mayonnaise prenne, il faudra effectivement un effort du naturalisé vers sa nouvelle culture et un effort du reste des nationaux, comme vous l'avez dit, vers le naturalisé. Et c'est ce type de naturalisation qu'on condamne dans le sport. C'est ce type de naturalisation qu'on condamne. Naturalisation avec déracinement. Avec déracinement, oui. Voilà, c'est ce type. On condamne, mais on ne peut pas faire grand-chose, puisque les règles, j'espère que nous allons en arriver, les règles de la nationalité sportive sont différentes selon les différentes fédérations sportives internationales. Il y a des fédérations sportives internationales qui disent que pour changer de nationalité et participer à ces compétitions, il faut faire 2 ans sans avoir participé sous la bannière d'une autre. Voilà. Donc, elles sont différentes, ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où effectivement, il y a un national et il y a un naturalisé. Maintenant, si la naturalisation ne s'est pas faite avec déracinement total du lien socio-anthropologique, c'est-à-dire que le naturalisé a un parent, disons, camerounais, il a passé peut-être son enfance au Cameroun, et il a acquis, où il vient de temps en temps au Cameroun, il garde des attaches socio-anthropologiques avec le Cameroun, et qu'il n'est pas loin de la culture, il est tout à fait normal qu'un naturalisé de l'ethnie, peut-être Bassa, puisse parler son patois, même s'il n'a pas des attaches fondamentales avec le Cameroun. Donc, s'il est dans une équipe du Cameroun où il y a peut-être une représentation peut-être de 5-6 Bassa ou de plusieurs Bassa, comme ça a été le cas dans les années 80 de l'équipe nationale, qui ne soit pas perdu, qui puisse au moins, voilà, qui puisse facilement s'intégrer. Donc, ça dépend du type de naturalisation. Si c'est la naturalisation sans rattachement socio-anthropologique, il y aura des problèmes. Mais si c'est une naturalisation douce, avec quand même un des parents, ou alors que la personne a vécu dans le pays, c'est-à-dire que si vous avez un sportif qui a passé peut-être 10 ans dans un pays, il est clair qu'il a les codes nationaux du pays et sa naturalisation sportive peut se passer avec beaucoup plus de succès qu'une naturalisation parachutée. Voilà, donc c'est cela un peu. Donc il n'y a pas, donc ça dépend du niveau de la tâche du naturalisé avec la culture locale. Donc, on en vient au final que la culture locale est importante. Elle est importante. Puisqu'en dehors du sport, il faut que l'individu réussisse à s'intégrer et à vivre dans le contexte. Tout à fait. Le sport, c'est aussi une vie de groupe, une vie d'ensemble. À côté d'une compétition, il y a que vous allez faire des regroupements, vous allez vous retrouver à l'hôtel, vous allez avoir une vie sociale ensemble. Ce n'est pas simplement, le sport, ce n'est pas simplement le jour du match, les 90 minutes qu'on voit. Il y a des regroupements selon les équipes nationales qui se passent pour 4-5 jours, parfois 1-2 semaines ou 1 mois lors d'une grande compétition. Il faut bien vivre, il faut bien une vie communautaire. Pour des clubs, c'est un peu plus long. Mais voilà, donc nous on est en train de parler des équipes nationales. Il faut bien pouvoir avoir une sociologie de vie, pouvoir avoir une proximité, pouvoir avoir des habitus communs, pour pouvoir partager la culture. Si vous êtes acculturé, déraciné, on peut soupçonner que là, au niveau de la compétitivité, au niveau même de l'entente sur le terrain, ça peut avoir des influences sur la performance du sportif. Allons-y au vif du sujet. Qui réglemente la nationalité sportive et comment? Voilà, la nationalité sportive se réglemente sur 2 pôles. Le premier pôle, c'est l'État. Quoi qu'on dise, c'est l'État qui octroie la nationalité à un individu en dernier ressort. Peu importe ce que les fédérations internationales, ce que la communauté sportive internationale peut décider comme règle de changement de nationalité pour pouvoir participer à leur compétition, il revient à l'État, au final, d'octroyer ou de ne pas octroyer une nationalité à un individu.
pour faire de lui son citoyen. Ce n'est que quand vous avez la nationalité que vous êtes citoyen de l'État. Donc, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de faire tous les autres, vous avez tous les autres droits qui sont attachés à la citoyenneté. D'accord? Alors, l'État est donc l'acteur central qui octroie la nationalité, la retire, ça peut arriver, la retire ou alors met un système de binationalité ou de plurinationalité. Ça dépend de chaque État et de la philosophie nationale de chaque État. Très bien. Alors, d'un autre côté, nous avons donc les organisations sportives internationales qui permettent donc c'est le CIO, c'est les fédérations sportives internationales, toutes les fédérations sportives internationales de toutes les disciplines sportives, qui définissent dans leur statut, le CIO dans sa charte, dans leur statut et règlements. Certains ont même des règlements spécifiques sur la nationalité, comme la FIFA, qui définissent les modalités de changement de nationalité ou alors les modalités qui permettent à un sportif de pouvoir participer à une compétition internationale sur la bannière d'une nationalité précise et des règles qui gouvernent leur capacité de changer de nationalité. La Fédération internationale d'athlétisme ne pratique pas le même temps. Pour la Fédération internationale d'athlétisme, si vous avez passé 2 ans, par exemple, sans participer, sans être sélectionné par une nation, au bout de 2 ans, vous pouvez participer sur la bannière d'une autre nation, à condition que vous ayez acquis sa nationalité. Même Donc, si par le passé, vous aviez participé. Même si par le passé, vous avez eu les médailles d'or, ou vous avez participé. Oui, c'est les fédérations internationales qui le décident, ne soyez pas choqués. C'est les fédérations internationales qui le décident. Et c'est des statuts et des règlements acceptés par tous. Alors, nous avons des exemples de François Bango qui a participé pour le Cameroun et pour la France, les frères Matam, ainsi de suite. Ça arrive partout. Il faut simplement respecter les dispositions des statuts des fédérations sportives internationales selon les différentes disciplines. Selon les différentes disciplines, il y a des règles. Nous n'allons pas entrer dans les dédales de toutes les disciplines. Mais en athlétisme, la règle, c'est 2 ans sans participer. Au football, la règle a un peu changé avec le dernier congrès de la FIFA. Ils ont mis un certain nombre, beaucoup de conditionnalités pour faire en sorte que ce ne soit plus si facile. Parce qu'effectivement, les fédérations internationales aussi sont en train de s'adapter à cette naturalisation sportive un peu sauvage, venue des pays du Moyen-Orient particulièrement, qui sont à la course pour la compétitivité. Voilà, donc voilà, vous allez vous rendre compte que quand vous avez une équipe nationale de kata du Han, vous avez des noms à consonance française, anglaise, brésilienne et ainsi de suite. Et puis, vous n'avez vraiment plus des noms à consonance arabe. Donc, ça pose des problèmes. Et même du Japon, et non aussi de l'Asie. Donc, voilà. Donc, 2 pôles, 2 acteurs. L'État qui octroie la nationalité et les fédérations, et la communauté sportive à travers les fédérations et le CIO qui établissent les règles qui permettent de changer de nationalité. Voilà. Et dès que ces règles-là sont remplies, donc, vous remplissez d'abord les conditions des fédérations sportives nationales et du CIO en matière de changement de nationalité, c'est-à-dire que vous pouvez, pour participer dans une compétition, vous devez présenter un passeport qui montre que vous avez la nationalité d'un pays. Et à partir du moment où vous participez à ces compétitions. Maintenant, si le pays ne vous sélectionne plus pour une raison ou pour une autre et que vous remplissez les conditions qui vous permettent de changer de nationalité et que vous estimez qu'il y a la concurrence sportive dans ce pays-là et que vous ne pouvez pas et que vous avez besoin, vous avez des attaches qui vous lient à un pays, vous allez dans ce pays, vous demandez la nationalité. C'est à ce pays de vous octroyer la nationalité en respectant les règles classiques du pays. C'est aussi à l'État de voir que, voilà, si c'est un changement de nationalité pour des besoins sportifs et qu'il y a une Coupe du Monde à jouer et que ce sportif peut nous apporter quelque chose de fondamental, peut apporter une plus-value, d'accélérer les modalités classiques. Même en brisant les règles qui existaient déjà. D'accélérer, je n'utiliserai pas vos termes, je dirais d'accélérer, puisqu'on l'a vu, d'accélérer les règles classiques d'octroi de la nationalité. Une chose est certaine, c'est l'État qui donne la nationalité au dernier moment. Il ne faut pas l'oublier. L'État pose des actes régaliens. Donc si, dans la stratégie de l'État, il est intéressant d'avoir ces sportifs qui peuvent nous apporter une plus-value en termes de compétitivité, à l'état de sursoir, à la période classique d'attente pour l'octroi de la nationalité, de donner la nationalité rapidement aux sportifs pour pouvoir participer à des différentes compétitions internationales. De ce que vous nous dites, on a l'impression que chaque fédération élabore ses propres règles.
En matière de nationalité sportive, Oui. oui, chaque fédération est souveraine et autonome pour élaborer ses conditionnalités. En matière de changement de nationalité sportive particulièrement, Oui. mais en matière de présentation d'un passeport pour participer aux compétitions de ces fédérations, ces disciplines sportives. Et à partir de ce moment, la fédération ne peut que, puisque la fédération est supposée faire une proposition dans un État qui doit respecter, qui doit convaincre l'État pour que l'État accède à sa demande en fonction d'une législation située. Oui, pour changer, c'est la fédération, c'est les fédérations nationales de toutes les disciplines sportives qui sont conscientes de l'apport d'un sportif ou d'un autre dans le cadre de la compétitivité de cette équipe nationale. Donc, le dossier est nécessairement... le dossier de nationalité sportive est porté par les fédérations sportives nationales auprès des États, donc auprès du ministère des Relations extérieures, auprès de la présidence de la République même parfois, auprès du ministère de l'administration territoriale, d'accord, pour faire en sorte que le dossier du candidat sportif soit effectué avec célérité et en expliquant que, donc ce n'est pas le sportif lui-même. Le sportif lui-même, oui, il remplit tous les actes, Oui. mais c'est la fédération Qui porte le dossier et qui fait en sorte que le dossier soit accéléré. Mais n'ayons pas cette image de facilité, parce qu'il y a des exemples, il y a des exemples. Salomon Kalou, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, qui a voulu jouer avec la Hollande, le dossier n'est pas allé aussi rapidement que espéré. Le dossier a effectivement assez traîné et finalement, il s'est ravisé et il est venu jouer finalement pour la Côte d'Ivoire à la fin. Oui. Donc, il y a des dossiers, tout dépend de l'État. C'est pour ça que c'est un duopole État, organisation sportive internationale dans le cadre de la régulation de ces nationalités. Mais l'État a le dernier mot parce que c'est lui qui octroie la nationalité au final, c'est lui qui peut instrumentaliser. D'accord? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Docteur Claude Bekombo, est-ce qu'il existe un ordre juridique transnational propre au sport? Un ordre juridique transnational propre au sport, on peut dire oui, c'est l'ordre de la Lex Sportiva. Oui. C'est-à-dire que c'est des règles des organisations sportives internationales qui sont le CIO, les fédérations sportives internationales, que ces organisations-là sécrètes qui font en sorte que le sportif ou alors le membre de l'administration sportive respecte les statuts et règlements ainsi que la charte du CIO. Donc, en ces termes-là, c'est un droit transnational, c'est-à-dire que c'est un droit qui n'est pas relié à un territoire ou à un espace donné, mais qui s'applique pour une activité qui traverse les frontières des États. Maintenant, ces sportifs-là, je le dis toujours, le droit transnational, ce n'est pas un droit qui traverse les frontières de l'État, mais il n'est pas loin de la juridiction de l'État. C'est-à-dire qu'il y a toujours des interactions normatives entre le droit transnational et les règles communautaires ou les règles étatiques. Le droit transnational ne se fait pas dans l'espace intersidéral. Le droit transnational se fait dans l'espace international. Donc, l'espace international est traversé par des logiques normatives que le droit transnational ne peut pas, auquel le droit transnational ne peut pas échapper. L'ordre, soit de la Lex Mercatoria, la Lex Numérica ou la Lex Petrolia, ainsi que la Lex Sportiva dont nous parlons aujourd'hui, est nécessairement en interaction avec les règles des autres normes, des autres ordres juridiques. L'exemple est très simple. Cette Lex Sportiva, pour organiser des compétitions sportives internationales, on a la Lex FIFA, on a des règles qui permettent à un État d'organiser ces compétitions-là. Mais pour que ces compétitions s'organisent, il faut bien que ces règles-là rentrent dans le canon du droit communautaire et du droit national d'un État. Donc, il y a interaction normative. Donc, l'ordre sportif est transnational, certes, mais il a l'exemple de la nationalité sportive, le prouve. Il y a des règles de la Lex Sportiva, donc du droit transnational, en matière de nationalité sportive. Comment établir les nationalités qui participent aux compétitions sportives internationales? C'est ceux qui sont nationaux d'un État. Maintenant, il y a des règles aussi pour changer la nationalité sportive. Donc, si quelqu'un n'a pas participé pendant 2 ans à une compétition sportive internationale sous la bannière d'un pays, il peut prendre une autre nationalité. Mais il ne va pas prendre cette nationalité-là parce que la Fédération internationale sportive, le CIO, l'a dit. Il faut donc revenir au niveau de l'État. Donc, interaction entre la Lex Sportiva et la règle étatique. Et c'est l'État donc, après avoir déposé un dossier, qui va vous permettre, vous le sportif, d'avoir une nouvelle nationalité et de remplir les fonctions prévues par les statuts de la Lex Sportiva, qui est un droit transnational. Vous voyez donc, il y a une interaction. Le droit transnational du sport n'est pas autonome.
n'est pas autonome de manière absolue. Oui. Il y a une autonomie, certes, mais cette autonomie est relative. Il n'est pas indépendant, c'est quasi clair. Il y a une autonomie pour le fonctionnement interne, mais cette autonomie est relative parce qu'il y a toujours l'interaction normative avec les autres ordres de l'espace international. Docteur Claude Bekombo, parlons de la binationalité. Oui. C'est vraiment un point sur lequel nous pensons qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, et vous allez nous dire la binationalité ou la plurinationalité. Comment ça se passe quand on est de plusieurs nationalités? Alors, la question de la binationalité et la plurinationalité dépend toujours, c'est une perspective que l'État a vis-à-vis de une perspective philosophique que l'État a vis-à-vis de la nationalité. Alors, selon les États peuvent estimer qu'il faut appliquer simplement, il faut réduire, il faut encadrer la nationalité. Alors, les États qui sont dans cette philosophie vis-à-vis de la nationalité vont plus être dans le mode d'avoir une nationalité unique. Ou alors, à la limite, d'accepter juste la binationalité et refuter la plurinationalité. Voilà. Oui. Donc, c'est dans une logique philosophique de réduire, de ne pas ouvrir la nationalité à d'autres, ou alors de réduire, de faire en sorte que les nationaux... La logique, au fond, si on va très loin, si on pousse très loin dans l'analyse, c'est une logique dangereuse. C'est-à-dire que c'est en fait la protection de la spécificité socio-anthropologique et culturelle, souvent, qui fait en sorte qu'on est dans une logique de ne pas trop ouvrir la nationalité pour qu'il n'y ait pas des mélanges, oui, si on veut le dire, beaucoup de mélanges culturels, d'accord? C'est certes, on peut avoir un débat là-dessus, c'est pas nécessairement vrai, cette posture, parce que la multiculturalité est source d'intérêt, est source d'apports divers. On peut avoir une discussion là-dessus, oui, sans problème, oui, avec des différentes thèses. Mais alors, la binationalité permet donc à un État d'estimer qu'il peut accepter en dehors de sa nationalité une autre nationalité, au choix du citoyen. Très bien. Une autre. Alors, la plurinationalité permet à l'État d'estimer que en dehors de sa nationalité, il peut recevoir plusieurs autres nationalités sans que ça lui pose un problème. Chez un même individu. Chez un même individu, sans que ça lui pose un problème. Et les reconnaître. Oui. Parce que le problème de la ou de la plurinationalité, c'est le niveau de reconnaissance, le niveau de tolérance de l'État vis-à-vis des nationalités extérieures ou des nationalités étrangères. On peut même, dans un contexte comme le nôtre, se demander ce que ça rapporte, ces nationalités-là. L'État peut faire ce type de calcul aussi. Bien entendu, c'est pour ça que j'étais en train de dire que c'est une logique stratégique de l'État. Il faut pas, ça part d'une philosophie. Oui. Est-ce que l'État estime que l'État peut être ouvert à d'autres cultures et que d'autres cultures apportent? Ou alors l'État estime que c'est un danger d'ouvrir à d'autres cultures et qu'il faut rester dans un moule socio-anthropologique communautaire identifiable et ne pas s'ouvrir à la diversité. En fait, c'est ça le gros débat. Bon, on peut avoir des discussions là-dessus, mais il n'y a pas un État qui a totalement raison ou un autre qui a tort. Le plus important, c'est que l'État assume, c'est ça qui est le plus important, c'est que l'État assume la position, sa position par rapport à la nationalité et l'explique aux citoyens pour que les citoyens soit partagent, soit ne partagent pas. J'adresse maintenant ma question. Comment se comporte la nationalité sportive avec la binationalité? Bon, l'État est dans une logique sélective. On va toujours en revenir à l'État. C'est-à-dire que nous avons, surtout dans les pays africains, il y a eu un débat sur ces questions-là, où effectivement, les joueurs ayant des nationalités africaines ou alors de culture africaine passaient leur phase de préformation, de formation dans les pays européens. Et une fois qu'ils atteignaient 18, 19, 20 ans, revenaient dans les équipes nationales africaines, même s'ils avaient obtenu des nationalités étrangères, revenaient dans les équipes nationales africaines pour les rendre très compétitives. Il y a donc eu une partie de la doctrine qui a dénoncé cela, que nous ne pouvons pas passer le temps à former pour que d'autres bénéficient de la formation. Donc, il faut trouver des moyens l'inverse est vrai aussi. De bloquer.
Oui, nous pouvons trouver les moyens de bloquer. En fait, c'est un débat qui est très complexe. Le débat sur la binationalité en Afrique, il est très complexe. Parce qu'en même temps que on peut estimer que le continent, les Occidentaux forment les jeunes Africains et que ces jeunes Africains-là viennent remplir, viennent améliorer la qualité des équipes nationales. Oui. On peut aussi quand même se rendre compte que ça n'a pas toujours été cela la perspective de l'histoire, dans l'histoire, parce que nous avions des joueurs locaux qui formaient l'équipe nationale et qui avaient quand même des résultats. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai que les équipes nationales sont meilleures parce que les joueurs des nationalités africaines sont formés à l'extérieur et viennent Ou même, remplir. on peut dire autre chose, parce qu'on ne peut pas rester tranquille face à ça. On peut dire aussi qu'il y a des joueurs qui se forment ici. C'est vrai dans le cadre du football, comme c'est vrai dans le cadre des études, qui ont des formations ici et qui vont travailler à l'étranger. C'est toujours le même débat. Oui. C'est-à-dire, c'est toujours le même débat. C'est pour ça que je dis que cette perspective de la binationalité ou de la plurinationalité dans le sport est une perspective complexe. Puisque nous sommes dans la logique de compétitivité, ces joueurs de nationalité camerounaise et d'autres nationalités, ne l'oubliez pas. Vous voyez simplement les nationalités africaines, mais vous avez des Brésiliens qui prennent des nationalités occidentales pour remplir, pour ne pas être sur le coup de la loi Bosman. D'accord. Vous avez des Brésiliens comme Thiago Silva et ainsi de suite qui prennent la nationalité française pour ne pas être considérés comme un État communautaire à la fin. Donc, ce n'est pas simplement nous, en tant qu'Africains, que ça touche. Alors, le sportif africain est dans la compétitivité internationale, il est dans la géopolitique du sport. Il faut bien le comprendre. Il n'est pas, il est en compétition avec le sportif asiatique, avec le sportif brésilien, avec le sportif américain, dans l'espace du sport international. Donc, à un moment donné, prendre une nationalité, comme le brésilien le prendrait, comme l'américain le prendrait, comme l'asiatique pourrait le prendre, rentre dans une logique de s'inscrire dans la compétitivité. Donc, il n'y a pas de logique de reniement de sa culture, mais c'est une logique professionnelle. C'est des exigences professionnelles. On peut apprécier ou pas, on peut y mettre de la morale ou pas, ça dépend de l'angle d'appréciation qu'on a, mais la réalité, on ne peut pas la nier. Que même les sportifs sud-américains prennent des nationalités européennes pour ne pas être considérés comme État communautaire selon la loi Bosman, selon l'arrêt Bosman. Donc pour permettre qu'en Ligue des Champions et dans toutes les autres compétitions, qu'ils ne soient pas considérés comme État communautaire. Donc ça pose dans le problème du rapport des États africains à la nationalité. Est-ce que le rapport des États africains à la nationalité respecte les conditions de la modernité ou de la postmodernité aujourd'hui? Nous sommes dans un monde où, effectivement, la mondialisation a amené non seulement la compétitivité, mais aussi le fait que le monde est un village planétaire. Les process sont les mêmes. Que vous soyez chinois, américain ou africain, les process sont les mêmes. C'est la raison pour laquelle ils sont obligés de le faire. Vous parliez des intellectuels. Oui, ils ne sont peut-être pas logés à la même enseigne, mais ils vivent nécessairement les mêmes frustrations. Si vous êtes dans un pays et que certains postes sont réservés aux nationaux, peu importe vos qualités, vous savez très bien qu'il y a un élément qui vous empêche de le faire. Très souvent, certains le font pour des raisons juste professionnelles. Dr Claude Bekombo, j'ai 2 nationalités, je suis sportif. Je commence par jouer pour un de mes pays, un des pays dont j'ai de la nationalité. Est-ce qu'il m'est possible, parce que je n'ai pas été sélectionné pendant 2 années, de jouer pour l'autre nationalité? Si les statuts de la FIFA vous le permettent, c'est possible. Dans la compétition indiquée? Oui, si les statuts de la FIFA le permettent, c'est possible. Si les statuts de la FIFA... C'est comme ça. Okay. Françoise Mbango, elle a participé à 2 Jeux olympiques pour le Cameroun. Okay. Elle nous a mené 2 médailles d'or. Mais elle a participé aussi à ces mêmes Jeux pour la France, au championnat du monde pour la France. Les frères Matam ont fait la même chose. C'est des exemples camerounais que nous pouvons donner. Tant que les règles de la Ligue sportive le permettent et que vous avez la nationalité requise, Françoise Mbango elle a bien eu la nationalité française. Donc la France lui a bien donné cette nationalité-là pour des raisons sportives. Oui. On ne lui a pas donné cette nationalité. On ne lui a pas facilité l'octroi de la nationalité française juste pour ses beaux yeux ou parce que non. C'est parce qu'il y avait la logique de médaille. Donc, c'est la compétitivité qui guide l'action de l'État. Et l'État, je suis désolé d'utiliser des termes pareils, mais c'est la vérité, instrumentalise
instrumentalise la nationalité pour des fins sportives. Le premier qui instrumentalise, c'est l'État. Et c'est pour ça que nous avons les dérives de naturalisation à outrance, qu'on appelle naturalisation sauvage, sans lien de rattachement avec le pays. Docteur, amusons-nous pour sortir de parler des sportifs immigrés. Oui. Est-ce que ce détachement, ce déracinement, quelquefois psychologiquement, n'est pas déstabilisateur pour eux? J'imagine qu'en étudiant la question, vous êtes probablement penché. Tout à fait. J'ai un de mes travaux qui parle de cela. L'immigration clandestine des footballeurs camerounais et la protection des droits de l'homme, qui est un de mes mémoires que j'ai fait à l'Université de Nantes, effectivement, où j'ai étudié ces questions. Il y a, certes, il y a des règles de migration ou de mobilité dans l'espace international, mais il y a on ne peut pas être sourd au fait qu'il y a l'immigration clandestine, il y a que des personnes arrivent sans titre, sans mandat internationaux et se retrouvent dans des situations compliquées, avec le déracinement de son lieu de rattachement. Alors, est-ce que ça a une influence sur le sport? Boris Ngo a écrit un bon livre là-dessus, Les terrains minés du football, où il démontre effectivement que le sportif qui arrive dans un territoire sans avoir les papiers nécessaires se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Non seulement vulnérabilité vis-à-vis de lui-même en tant que sportif, mais vulnérabilité aussi en tant qu'homme. Vulnérabilité en tant qu'homme. Parce qu'effectivement, pour faire le sport, et les autres émissions que nous avons eu à faire ici l'ont démontré, pour faire le sport, il faut avoir un corps qui est sain et un esprit aussi qui est sain. Alors, l'immigré a des problèmes, non seulement de papier, d'identification, on va le dire ainsi, il a aussi des problèmes de logistique, parce qu'effectivement, parfois, il peut être dans un centre de rétention, ainsi de suite et tout. Alors, comment va-t-il pouvoir faire du sport? Alors, il faut donc que la société d'accueil, dans l'état d'accueil, puisse d'abord l'identifier en tant que sportif, parce qu'il est immigré. Rien ne prouve qu'il a des compétences sportives ou qu'il avait un lien de rattachement avec des organisations sportives de son pays de départ. Très bien. Alors, il y a tout un process qui fait en sorte qu'on puisse le sortir de cette logique clandestine pour l'amener à la lumière. Et effectivement, il y a différents travaux là-dessus qui démontrent qu'effectivement, dont le mien, qui démontre qu'effectivement que les sportifs gagnent à utiliser la mobilité sportive, c'est-à-dire que le transfert ou le prêt qui leur permet d'arriver dans des pays avec des structures d'accueil qui leur permettent de continuer à mener leur activité. Un sportif prend toujours un gros risque en se laissant guider par des agents véreux qui les amènent dans des espaces où ils les abandonnent à eux-mêmes et où, en tant qu'hommes et en tant que sportifs, ils perdent un peu leur identité et leur capacité sportive. Très peu quittent le champ des immigrés clandestins ou alors politiques ou ainsi de suite pour revenir dans le sport. Ils sont très peu. Ils sont très peu. En général, ils se perdent souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle on pense que la migration, la mobilité sportive, dont on a parlé déjà dans d'autres émissions, qui passe par le transfert, par le prêt, par comment dire, le fait qu'un joueur peut quitter d'un centre de formation pour un autre, donc transfert par mutation de centre de formation, il y a des règles qui sont encadrées autour de la fédération de départ et la fédération d'arrivée, ou d'un club de départ ou d'un club d'arrivée, qui permettent au joueur et à sa famille d'être transférés dans les modalités où il peut faire le sport. Mais pour ceux qui partent par des voies détournées, s'intégrer après dans la structure sportive reste très compliqué. Dernière question. Une grande majorité de nos sportifs, quand ils vont faire le sport professionnel, prennent des nationalités d'opportunité. Quelles mesures devons-nous prendre pour préparer leur retour? Parce qu'après avoir fait les 10 ou 15 ans pour lesquels ils sont aux as dans le domaine du sport, ils reviennent parfois dans nos pays pour vouloir transmettre ce talent, mais font face à l'uninationalité qui est la nôtre, par exemple pour le cas du Cameroun. Quelle préparation pour cette... C'est une bonne question. Et je pense que nous, en tant qu'experts, nous ne pouvons que donner des pistes
mais ceux qui doivent prendre des décisions, parce que dans le decision-making process, comprennent les règles du système estonien ou tous les autres, mais dans le decision-making process, il y a des gens qui sont là pour penser, pour donner les idées, et il y a d'autres qui doivent décider. Cette question est très intéressante. Est-ce que les sportifs, vous avez parlé du Cameroun, est-ce que les sportifs camerounais qui prennent d'autres nationalités, quand ils veulent revenir pour investir, pour faire d'autres choses que le sport, je crois que votre question est assez claire, pour développer, pour participer au développement du Cameroun, on doit leur opposer le fait qu'ils sont des étrangers et compliquer un peu la tâche à l'État de répondre à la question, à l'État du Cameroun de se réconcilier avec sa loi sur la nationalité de 1968. Est-ce que cette loi est moderne? Est-ce qu'elle permet effectivement de capter les niches de développement ou les niches de financement que donnent ces sportifs-là? Mais cela n'empêche pas que ces sportifs fassent des petites réalisations. Certes, votre question est dans la logique de dire qu'ils pouvaient faire plus, ils pouvaient faire à une échelle plus importante s'ils étaient accompagnés, s'il y avait des structures qui leur permettaient de ne pas avoir comme frein le fait qu'ils ont une nationalité étrangère. On imagine un Brice Mbolo, par exemple, qui est dans l'équipe nationale suisse de football. Si vous ouvrez un centre de formation en tant que Suisse, nécessairement, ça sera un peu compliqué. S'il y a des structures qui leur permettent de venir investir, s'il va avoir un titre foncier. S'il va avoir un titre foncier, voilà, c'est de ça qu'on parle de manière très rapide. Bon, il y a quand même des gestes. On a lu dernièrement qu'il y a un regroupement là dans bientôt de binationaux pour l'équipe nationale U20 et U23 qui va se passer à Montpellier, me semble-t-il. C'est bien d'avoir des actions par à-coup, mais c'est mieux de s'asseoir et d'assumer une stratégie vis-à-vis de ces binationaux-là, et mieux de moderniser cette loi de 68 sur la nationalité qui ne répond plus très clairement aux logiques de la modernité et de la postmodernité de la communauté sportive, de la compétitivité dans la communauté sportive internationale. Merci infiniment, Dr Claude Bekombo. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous sur la nationalité sportive. Merci pour tous les enseignements, pour toutes les pistes de réflexion auxquelles j'invite nos téléspectateurs à poursuivre, à en faire des travaux, à en faire des questions pour lesquelles nous devons ensemble trouver des réponses pour que nos pays, pour que notre Afrique rentre promptement et efficacement dans la modernité. Merci d'être venu échanger avec nous. Je vous en prie. À très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne.